Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Inspire entre elles. Pour rappel, ici on partage des expériences de vie, des connaissances, des conseils sans aucun jugement, beaucoup de fou rire et de bienveillance pour que chacun se sente encore plus à sa place dans ce monde. La nouveauté, c'est que tu peux désormais écouter cette interview n'importe où, en version podcast audio, sur YouTube ou Spotify. Alors n'attends plus et abonne-toi vite pour rejoindre cette belle aventure. Dans ce 4e épisode, je vous emmène à la rencontre de Mandy Vignal-Chaillot, une femme pétillante et déterminée qui a su transformer ses handicaps en une force incroyable pour atteindre ses objectifs. Dans cet échange authentique, elle nous raconte son parcours et nous parle sans tabou de sa maladie. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son histoire par vous-même. Nous allons aborder plusieurs thématiques telles que les accidents au travail, la résilience, la langue des signes et l'endométriose. Alors les amis, accrochez bien votre ceinture, le voyage commence ici. Alors les amis, aujourd'hui, on part à la rencontre de Mandy. Alors pour tout vous raconter, en fait Mandy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de ma formation de coach professionnel RNCP6 sur Avignon, donc qu'on a fait en 2024. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein Bah, vous allez rigoler parce qu'au début, c'était pas tout à fait gagné. Pas du tout même. Clairement pas. Voilà, on parle souvent dans nos interviews de non-jugement, voilà. Mais on va dire que Mandy est plutôt d'accord pour dire que le départ n'a pas été fameux du tout. Non. Donc voilà, mais comme quoi, un an après, au final, écoutez, comme quoi on est là aujourd'hui, donc comme quoi, ne pas rester dans le jugement et essayer d'étoffer, de développer les choses, amène à des bonnes surprises. Oui. Et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mandy, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Alors, Mandy Vignal, je suis donc coach professionnel RNCP 6 et je suis aussi psychopraticienne. Ok, donc tu habites dans la Drôme. J'habite dans la Drôme. Et tu as un cabinet pour recevoir tes clients ? Oui, j'ai un cabinet pour recevoir mes clients sur Bourg-de-Péage. Exactement. Et à côté, tu as un autre métier. Oui, j'ai un autre métier. Je suis manager en protection site. Donc maintenant, ce que j'aimerais, Mandy, c'est qu'on rentre un peu plus dans ton parcours de vie. Donc, est-ce que tu peux nous donner des faits importants, vraiment des étapes importantes que tu as eues dans ta vie ? Oui, je peux. Alors, déjà, je commencerai par dire que je suis née dans les années 80 et que dans les années 80, je suis née prématurée et en fait, je suis née à 5 mois et demi. Donc, j'ai fait 3 mois de couveuse et à l'époque, on donnait pas cher de ma survie. Donc, je suis assez fière de ça et c'est aussi ce qui fait que je pense que j'ai un côté un peu battante dans la vie. Ben oui, tu peux, hein. Voilà. Donc, dans les effets marquants, j'ai toujours rêvé d'être militaire et du coup je l'ai fait. Je suis rentrée marin-pompier de Marseille. C'était à quel âge ça, Mandy ? Et j'avais 18 ans. J'ai réussi à rentrer dans les écoles des marins-pompiers Marseille. Bon, les instructeurs m'ont dit gentiment que dans 3 semaines j'étais plus là parce que à l'époque 0,5% de femmes étaient dans la spécialité, donc j'étais la seule nénette dans toute la compagnie. Oui, mais dans tous les métiers d'hommes, les corps d'hommes. Voilà, c'est ça. Donc, pas chaud pour que je reste. Ils ont bien fait tout pour que je me casse, ou en tout cas que j'abandonne, ce qui n'a pas été le cas, donc assez fière. Malheureusement, j'ai eu un accident. J'ai pris une machine à laver du 4e étage sur la tête. Et là, j'ai décidé de changer de spécialité, qu'on appelle les marins-pompiers des ports. Bon, pas très important. Mais là aussi, j'aurai un 2e accident, où du coup, j'ai réappris à marcher. Et là, bien évidemment, les armées sont les armées, on ne garde pas les gens blessés. Donc, ils m'ont dit merci, au revoir, la sortie, c'est par là. Oui, non, mais il faut des capacités physiques dans ces métiers-là, ouais. À l'époque, j'ai pas pu les récupérer. Ça, déjà, c'est une grosse pilule à avaler parce que 18 ans, ton rêve, tu nous dis que... pour moi, je pense, si j'entends bien, c'est un Graal de rentrer au marin-pompier de Marseille. Ouais, c'était un Graal. Ah ouais, mais c'était la mission de ma vie, quoi. Quand on m'a dit vous pouvez plus, vous êtes un danger pour les autres et pour vous-même, qu'est-ce que je fais ? Déjà, qu'est-ce que je fais ? Mais là même, je pense que psychologiquement, émotionnellement, le monde, il s'écroule. Il s'est écroulé, oui, parce qu'en plus, médecin pas bienveillant du tout. Il m'a sorti ça comme ça de but en bande, quoi. Vous êtes un danger. Ah, et moi je vais faire quoi ? Parce que moi je sais faire que ça, en fait. À l'époque, de ma vie, je me suis dit, moi j'ai réussi, donc je ferai toute ma vie militaire, quoi. Enfin, au moins jusqu'à la pré-retraite ou retraite, quoi. Et là, ça faisait même pas 4 ans et demi que j'étais dans les armées. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ouais, donc gros morceau à avaler, quoi. Ouais, gros morceau à avaler à cette époque-là. Mais je lâche rien, je rebondis et je vais quand même trouver un métier qui m'intéresse et qui est du coup le métier de moniteur éducateur. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de bac, donc je peux pas faire bien mieux. J'avais un CAP agent de sécu. Donc moniteur éducateur était accessible avec les concours. Donc j'ai passé les concours 2 fois.
et j'ai réussi. Donc là aussi assez fière de moi, parce que dur pour moi, parce que à cette époque-là, je vais apprendre que je suis dyslexique, dysorthographique. Ah oui, effectivement. Je ne le savais On pas rigole, avant. les amis, c'est pas drôle du tout, hein. Nous, on rigole Ouais. dans le sens, voilà, on sait bien les difficultés et les souffrances, et je pense que Mandy est bien placée pour en parler. Nous, on rigole, c'est pour rendre un peu les choses un peu plus Oui. légères dans cette interview. Puis je l'ai appris du coup à 23, 24 ans, un truc comme ça. Donc, un peu tard quand même. C'est dommage, ça m'aurait pu être utile bien avant. Oui, mais je pense que, regarde, moi, je suis plus vieille que toi. Et en fait, moi, j'étais dyslexique, hein, mais en fait, personne ne me l'a jamais dit, hein. Oui, à l'époque, on Voilà, diagnostiquait moi, pas je du l'ai tout. su de moi-même au fur et à mesure. Après, j'ai la lecture et beaucoup de choses qui m'ont aidé. Mais en fait, moi, j'ai su très tard par moi-même. Je me suis auto-diagnostiquée. Non, mais c'est fou. Ouais. Mais voilà, en butant sur des mots, quand j'écris, je vois bien. Et en fait, c'est de la dyslexie et c'est pas autre chose. Donc, comme quoi, à l'époque, c'était pas du tout, Non, pas du pas du tout. tout diagnostiqué Non. comme il fallait. Et voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, heureusement. Heureusement, oui, c'est mieux diagnostiqué aujourd'hui. Moi, c'est une orthophoniste en école de sourds qui me l'a vu parce que j'apprenais le code pour les enfants sourds et je signe la langue des signes, je parle la langue des signes. Et quand je codais toujours pas bon puisque forcément les sons sont pas bons. Déjà, j'entends pas correctement les sons, donc quand je codais, j'étais à côté, elle m'a dit, je crois que... Et du coup, je suis allée faire les tests et elle m'a dit, ah, tu vois? Ah oui, bah, du coup, c'était sympa de l'apprendre. Ok, donc si je comprends bien, tu passes le diplôme de moniteur éducateur, c'est ça? Ouais, Ok, tu apprends aussi en même temps que tu es dyslexique. Est-ce que j'ai ouais, bien suivi? oui, très bien. Et donc là, ensuite, on passe où? Et ben après, après mon diplôme, je vais aller travailler en tant que moniteur éducateur. Ok. Je vais aller travailler à Mayotte. Ah, tu pars. Ouais, je pars du coup. Je pars D'accord. avec mon diplôme à Mayotte. Et là-bas, je serai interface de communication et formatrice là-bas. Ok, mais donc c'est quoi? On s'occupe de jeunes, c'est quoi? Ouais, adultes, jeunes, ados, enfants, tout public. En fait, c'est une association pour les sourds déficients sensoriels de Mayotte, donc sourds, aveugles et enfants de la Lune. Ah oui, c'est ceux qui mettent ceux qui ne doivent pas sortir la journée. C'est ça. Parce qu'ils sont brûlés, tout ça, j'avais vu Ouais, ils des supportent pas émissions. la lumière, ouais. Donc ils Du doivent vivre soleil, la des nuit, UV. Oui, c'est ça. mettre des petites tenues. Enfin, Ouais, plutôt des tenues de cosmonautes. c'est ça. C'est vraiment une maladie bien spécifique. Très spécifique, ouais. Mandé, moi je voudrais qu'on revienne. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui. Voilà, parce que forcément, pour travailler avec des personnes qui sont sourdes, ben, il faut connaître le langage des signes. La langue des signes, c'est pas un langage, Ah, c'est une pardon. Eh ben langue. voilà. Comme quoi, vous voyez, je ne connais pas. Depuis 2015, attention. Ouais, alors la langue des signes, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, étant très jeune déjà. J'adorais cette langue parce que elle est visuelle et je la trouve belle. C'est con, hein, peut-être, mais voilà. Et j'ai eu l'occasion de l'apprendre en formation pendant 3 mois sur Lyon. Et en fait, ouais, je parle la langue des signes et du coup, j'accompagne aussi en langue des signes. C'est-à-dire que mes accompagnements sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, puisque du coup, je connais très bien la culture sourde. Mais c'est chouette, ça. Ouais, ouais, ouais. Et c'est chouette aussi, justement, quand, dans cette idée d'interview de partage, je me dis que c'est chouette aussi de pouvoir apporter ces informations au plus, justement, les gens qu'on n'entendent pas. À voir, Mandy, si tu arrives à transcrire toute l'interview Ça pourrait être cache un des beau signes. défi, ouais. Ça pourrait être un beau défi Ça pourrait être un beau défi. Alors moi, je suis pas interprète quand même. Hein. J'ai été interface il y a quelques années maintenant, mais pourquoi pas, le défi est lancé. Ah, tu vois, moi j'aime bien lancer des petits défis aux gens. Je peux essayer de créer la petite vignette et de traduire l'interview. Pourquoi pas, avec plaisir. Je peux le tenter. Moi, je voudrais savoir, je sais que tu as traversé une période difficile à cause de ta santé. Oui. Bon, déjà, tu nous as parlé de ces 2 accidents, donc Oui. chez les pompiers marins-pompiers, ce sera Marin-pompier. mieux dans le bon sens. Donc déjà, je pense que déjà là, émotionnellement et physiquement, ça impacte. Oui. Mais moi, je sais que tu as eu d'autres problèmes de santé. Pour les gens qui nous regardent et qui connaissent peut-être pas cette maladie, l'endométriose, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cette maladie? Oui, alors je vais vous l'expliquer assez simplement parce que, en plus simple, en gros, quand on a nos règles, on a l'endomètre. L'endomètre, avant d'avoir nos règles, on a notre corps qui est là normalement pour accueillir un bébé, une ovulation, tout ça. Donc on a l'endomètre qui va se créer dans l'utérus et qui va créer une paroi épaisse d'endomètre. Quand on a nos règles, en fait, quand on n'est pas du coup féconde, on va perdre ça. Et cet endomètre-là, elle va, au lieu de s'écouler avec les règles, elle va rester dans le col de l'utérus ou même aller se mettre dans le corps.
Ah, elle peut se diffuser? Elle se diffuse. Ouais. Et D'accord. c'est Bah, je ça savais le pas, tu vois. propre de l'endométriose, c'est qu'en fait, cette endomètre-là, elle va aller se mettre sur le cul-de-sac, sur votre intestin, sur votre côlon, sur votre foie, votre cœur, enfin, là où elle peut aller, quoi, sympa. Mais c'est pas tout, c'est que une fois qu'elle est mise là, qu'elle a trouvé un petit coin un petit peu douillet, à chaque fois que vous allez avoir votre cycle, du coup, bah, c'est l'endomètre, donc elle répond aux hormones. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va faire comme si elle est censée accueillir quelque chose. Donc, à la réponse de l'hormone, elle va grandir. Donc, elle va s'agrandir. Et à un moment donné, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va coller les organes entre eux ou croiser d'autres adhérences et qui vont coller tous les organes. Et en fait, c'est ça l'endométriose. C'est qu'à un moment donné, vous avez des adhérences de partout et qui vous collent des organes qui ne sont pas censés être collés entre eux. Est-ce que tu peux me donner, est-ce que tu te souviens des premiers signes, des premiers symptômes ou des premières douleurs qui t'ont interpellé? Alors, on va dire en fait que les premières symptômes et les premières douleurs, ça a été quand j'ai eu 8 ans et demi que j'ai eu mes premières règles. Parce que j'ai eu Donc mes à la règles, menstruation. ouais, les premières règles, tout début. Mais sauf que quand t'es jeune, alors déjà 8 ans et demi, c'est jeune pour avoir ses règles, mais on te dit, c'est normal, dans la famille, tout le monde a mal au ventre, t'inquiète, c'est les débuts, tout va bien. Tu te dis, ok, tout va bien. Et ça va durer tout le parcours scolaire, ça va durer, ça va faire des vagues en fait. Des moments où ça va aller, puis il y a des fois où je vais être couchée par terre à vouloir m'ouvrir le ventre moi-même, tellement que j'ai mal et que je bouffe des Doliprane, des Spasfon. Je suis même allée 2-3 fois à l'adolescence en urgence à l'hôpital en me disant oh non mais vous avez rien. Mais bon j'ai fait un retour urgence 3 jours après parce que je vidais de mon sang comme pas possible, des règles incroyables qui m'ont fini sous perf quoi. Tu te demandes ce qui se passe, tu dis je vais mourir. Mais on te dit pas que c'est l'endométriose, parce que de toute façon, à cette époque-là, je pense qu'on a 10 000 lieues de connaître la maladie. Ah bah oui, je confirme, on a 10 milieux parce que je pense que cette maladie, hein, on en parle seulement depuis, allez, 4 ans, 5 ans, même pas. Ouais, un peu tout chouïa plus, Ah ouais? les associations elles rament et on a de plus en plus de personnes célèbres qui l'ont et qui du coup le disent, donc qui fait que porte un peu mieux la maladie Oui, je de pense, moi nos. je te parle en quelqu'un qui connaît, enfin je connais le mot, bien sûr, aujourd'hui, la maladie, mais encore 20 ans que ça, c'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, ça passe par qui pour les gens comme nous? Par Ouais, les personnalités qu'on voit à la télé ou à la tout à fait. radio ou dans les bouquins. Oui, Moi, la première que je me souviens qu'en a parlé, je vois Enora ouais, de TPMP à l'époque. oui, Je vois celle qui joue dans Plus belle la vie, je crois. oui, Laetitia Milo. Voilà, et tu Oui, vois, pour moi, c'est pas si lointain que ça, hein. c'est vrai. Tu vois, moi, Oui, pour moi, ça a 4-5 ans, on commence à mettre vraiment un nom sur les douleurs qu'ont les femmes pendant les règles, enfin celles qui ont cette maladie en tout cas. oui. Mais moi, on va le découvrir par hasard, en fait, déjà. Parce que j'ai beau faire des allers-retours à l'hôpital, j'ai beau faire des retours chez mal au ventre, plié en quatre, à faire des cocktails médicaux, mon Dieu, ne faites jamais ça, à mettre votre vie en péril, mais parce qu'on, quand on nous écoute pas, à un moment on se trouve des solutions soi-même, parce qu'à force qu'on vous dit c'est dans votre tête, et puis il y a des fois où ça va mieux, donc tu te dis ah peut-être que c'est dans ma tête en fait. Et puis ça revient et tu dis ah bah non, j'ai de nouveau mal, machin et tout, c'est pas tant dans ma tête que ça. Bref, on va le découvrir par hasard parce que je vais me faire opérer d'autres choses et qui en fait le médecin que je vais aller voir à cette époque-là va me dire bah écoutez on va pas vous laisser comme ça vu qu'on ouvre, allons-y quoi. Donc il va aller voir ce qui se passe aussi et c'est là où on va me dire pour la première fois on va me donner le mot endométriose. Mais sauf que on est à l'époque, j'avais 25 ans à peu près. Je galère un peu avec les années, mais j'avais 25 ans, donc j'en ai 38 aujourd'hui. Le médecin va me dire ça, et là je vais me dire, ascenseur, je suis pas folle, j'ai bien quelque chose depuis toutes ces années. Oui, au moins on a mis un mot sur ce que tu ressentais tout simplement, C'est ça, on en va disant mettre t'es un pas mot. folle quoi. Je suis pas folle, j'ai bien quelque chose. Et là, c'est un ascenseur émotionnel, je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que quand je vais aller voir mon médecin traitant va connaître le nom de la maladie et va me dire euh, quelque chose qui est hyper violent. Il va me dire ah bah écoute c'est une grosse merde ce que t'as, hein. Prends tes cachets et puis tu verras bien. C'est quoi la maladie? Ouais c'est un problème avec les règles mais voilà quoi.
Oui, mais parce qu'on rejoint, ce sera une autre thématique d'interview, mais on ne trouve pas que dans cette maladie. Bien C'est sûr. aujourd'hui, il y a un problème dans la médecine, tu vois. Mais parce que il y a encore ces vieux médecins, on va dire, qui n'ont pas cette psychologie et qui balancent des trucs, mais c'est des horreurs en fait, et c'est une violence inouïe. Et je Oui. pense que, et d'ailleurs, on le voit bien, les gars, parce qu'on est en pénurie de médecins. Donc je pense que les gars, ils sont tous arrivés à un âge, voilà. Et on a beaucoup de mal, parce qu'on va même les chercher à l'étranger hein, Ouais. aujourd'hui, tellement on voit bien que c'est le désert médical en France. Donc je pense qu'il y a vraiment cette approche psy chez les médecins qui, alors pas chez tous, hein, parce que j'en connais des très bien, heureusement, mais à qui ça manque. Mais je veux dire, c'est pas, et j'entends, c'est très violent pour les femmes qui ont l'endométriose, mais je pense qu'il y a plein de maladies ou même des trucs bénins où les médecins sont pas du tout pédagogues ni psy, quoi. Oui. C'est hyper violent pour les gens. Oui. Non, mais clairement, oui, oui, oui. Oui, donc comme tu le dis très bien, effectivement, les médecins, ils n'ont pas de psychologie dans leur domaine. Et Alors, pas tous, hein. pas tous. Oui, heureusement qu'il y en a, mais euh, on peut aussi parler, et c'est important aussi de le dire, c'est que, alors, j'avais fait une généralisation, mais en endométriose, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont subi de la maltraitance gynécologique. Moi, j'en fais partie de ces femmes-là. Et je trouve que, en fait, se taire, c'est pas bien. Il faut en parler aussi parce que ça fait partie aussi du parcours de la maladie. Parce que l'endométriose est une maladie gynécologique et comme on va chercher en fait la maladie, ben, il y a le seul moyen d'aller voir, c'est pas, il y a des IRM, ok, des machins, mais on va surtout aller faire des examens gynécologiques au toucher, tout ça. Et il y en a qui sont vraiment pas bienveillants, où on va y aller plusieurs fois chez différents pour qu'on ait enfin quelqu'un qui veuille bien nous entendre et nous écouter. Et même ça, déjà, aller plusieurs fois et aller se montrer, et c'est pas facile et c'est pas évident. Donc ça aussi, ça fait partie des difficultés de la maladie, quoi. Et j'ai vu une émission la dernière fois sur des femmes qui témoignaient sur les violences gynécologiques, justement, qui restent un grand tabou, Ouais. en France et dans le monde, je crois. Et Mandy fait bien de le souligner, c'est que c'est hyper important d'en parler. Faut pas avoir honte, et il faut le dire, et aller porter plainte si c'est vraiment super violent et que c'est avéré, quoi. Ouais. Merci pour ça, Mandy. C'est quoi les caractéristiques de cette maladie? Alors, les caractéristiques de cette maladie, ce qu'on peut appeler les symptômes du coup de la Ouais. maladie, c'est ça? Donc, les symptômes de la maladie, il y en a plusieurs et ça va dépendre les femmes, mais dans on va faire une généralisation un peu. Ça va être des grosses douleurs au niveau des règles, ça va être potentiellement des douleurs pendant les rapports sexuels. C'est comme ça on va faire une attention sur la maladie. Des problèmes pour aller à la selle, des problèmes pour uriner. Ça fait partie souvent des douleurs qui alertent et qui peuvent faire penser qu'on a une endométriose. Des règles hyper abondantes ou Ouais. des règles presque pas existantes. Et donc, est-ce qu'il y a plusieurs types ou des stades d'endométriose? Oui, il y en a 4. Donc ça va de type 1 à type 4. Le type 4 est le plus sévère de la maladie. Moi, par exemple, je suis un stade 4, par exemple, parce que j'ai des adhérences. On m'a tout nettoyé, on m'a tout enlevé, mais j'ai eu des adhérences qui sont montées très haut, puisque j'en ai eu jusqu'à l'estomac. Et on m'a enlevé aussi quelques organes. Donc à force, ça fait aussi partie des niveaux. Et ça, qui c'est qui le diagnostique, du coup? Les médecins. C'est les spécialistes de l'endométriose qui vont, eux, quand eux, ils vont voir les niveaux d'adhérence que vous avez ou la propagation de la maladie Ouais, mais c'est ou plutôt tout ça. gynéco, il y a des spécialités. Spécialiste. Alors, c'est spécialiste d'endométriose. Je dis bien spécialiste d'endométriose, pas un D'accord. gynéco. Un gynéco n'est pas capable de vous dire le stade que vous pouvez avoir. C'est bien les professeurs et spécialistes des hôpitaux. Il y a des pôles endométriose qui existent dans les hôpitaux. D'accord. Oui, non, mais c'était Spécialisés. pour avoir une idée de la spécialité. Il y a, ok, poser le nom endométriose, mais ils ont bien une spécialité à la base. Bah, ils sont gynécologues, oui. Voilà, c'est plus, Oui, je pense, que c'est ça à la oui, base. oui, c'est ça, pardon. Donc, au-delà des douleurs, quels sont les impacts sur le quotidien, sur la vie professionnelle, sociale, sur les relations avec les autres? Parce que on voit bien que dans par exemple, les pays scandinaves, il y a des jours de congé pour les femmes qui ont leurs règles. Je crois que c'est là-haut, hein, qu'ils ont été Oui. les premiers à mettre ça en place, parce que c'est tellement douloureux pour les femmes qu'elles, voilà, c'est comme une journée de maladie, voire 2, voire 3 jours, quoi. Ouais. Donc, outre les douleurs physiques, moi, je veux vraiment savoir, dans le quotidien, niveau émotionnel, dans les relations avec les autres. Ouais, les impacts que ça a. Et ben alors après,
autant de femmes que d'endométriose, autant d'endométriose que de situations, mais on va quand même aller dans les généralisations là-dedans parce que c'est des trucs qu'on retrouve. Émotionnellement, souvent c'est compliqué parce que déjà on comprend pas ce qui se passe en nous. Donc quand on a déjà la chance de savoir qu'on est atteint d'endométriose, déjà on a un nom et on peut essayer de comprendre que les douleurs, les changements d'humeur, tout ça peut être lié à des traitements ou juste à l'insupport. Enfin, on supporte plus les douleurs, on supporte plus cette fatigue parce qu'il y a de la fatigue chronique aussi souvent avec l'endométriose. Donc socialement c'est pareil, ça peut être compliqué parce que il y a souvent on retrouve deux types, c'est-à-dire que soit on est trop épuisé et en fait quand on est chez soi on va se reposer et où on va tenir coûte que coûte pour tenir le quotidien et une fois se poser, se poser. Et professionnellement, c'est pareil, on va souvent les femmes vont pareil mettre leur visage de guerrière et aller travailler ou faire leur possible pour tenir et pas montrer. Parce que souvent, avec cette maladie-là, on va pas montrer puisqu'elle est souvent dite, l'endométriose, ça va, c'est pas si grave. Donc, elles vont gérer comme elles peuvent. Donc du coup, socialement, c'est pareil, quoi. Des fois, on va être plus fatigué, mais comme en fait, comme d'autres personnes, on va être plus fatigué et on va être plus sensible aux remarques, à la fatigue, ce qui est normal puisque le corps il est abîmé à l'intérieur et ça se voit pas et qu'on a des adhérences de partout qui nous font souffrir et que est-ce que vous avez l'impression que je suis malade, quoi? Non, pas du tout. Mais pour autant, Oui, parce que ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Et du coup, socialement, souvent, c'est oui, c'est bon, t'es tout le temps fatigué. Oui, c'est bon, dès qu'on te propose, tu peux pas sortir parce que si, parce que là, c'est compliqué. Franchement, la maladie est très, très compliquée à gérer socialement. Ouais, je pense, parce que moi, je fais le parallèle avec nous, juste les femmes qui ont des menstruations normales. On va tous dire que nos mecs nous disent tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle est pénible quand elle a ses règles. Donc déjà, sans maladie, Ouais. on a quand même, on plaisante, Oui. mais généralement, Mais ça fait généralement les hommes le savent quand nous avons nos règles, Ouais. parce qu'on est un peu plus tatillon, on est un peu plus sur les nerfs. Donc j'imagine qu'avec une grosse fatigue, avec des hémorragies, on va dire les mots, parce qu'on est là pour pas faire de tabou et de parler clairement. Oui, il y a une fatigue, voilà. Et puis comme tu dis. Alors, c'est pas pour faire des guerrières et dire que les femmes, patati patata, mais oui, une femme a quand même toute cette charge mentale, voilà, surtout quand il y a des enfants, le ménage, faire son travail à côté et compagnie. Donc, doublement, quand elle a une maladie, qui de plus est ne se voit pas forcément, Ouais. Oui, c'est une femme. Donc, c'est pas pour dire que les hommes sont plus ou moins bien. C'est qu'une femme va tout porter sur ses épaules et même si elle est par terre, elle va y aller, quoi. Oui. Et ce qui est encore pire, c'est que quand dans l'endométriose, ce qui est un peu vicieux, je dirais, c'est que quand une femme normale a ses règles, bon, ça dure une semaine, voilà, elle peut avoir mal pendant une semaine. L'endométriose, ça peut ne pas s'arrêter, c'est-à-dire une semaine avant, pendant, après. Donc il y a des femmes, elles ont une semaine de répit encore ou jamais. Moi, j'ai connu du jamais. Mais pour l'endométriose, en tout cas, c'est vraiment, ouais, ces douleurs sont compliquées et ce qui est compliqué aussi, c'est le fait de ne pas être entendu. Oui, mais je pense qu'il y a ça aussi, il y a tout ce parcours moi je dirais, c'est même pas un parcours, ça s'appelle le désert médical, où il y a eu de longues années où, comme tu disais, ça s'arrêtait à t'as tes règles, c'est normal, et ça venait aussi des parents et de l'éducation, parce que les mères, les grands-mères, et à qui on ne peut pas jeter la pierre, parce que de génération à génération, c'est ma fille, tu vas avoir tes règles, c'est normal d'avoir mal. Oui. Voilà, sauf qu'à un point, c'est jusqu'à un moment où c'est plus normal d'avoir mal comme ça. Non, effectivement, c'est ça. On parlait justement des impacts, notamment sur les relations sexuelles. Oui. Mais effectivement, l'impact, on ne parle pas du conjoint ou du compagnon. Oui, on a tendance à les oublier dans cette maladie, parce que, oui, l'endométriose, c'est une maladie de femme, mais à côté, ça impacte aussi la vie de couple. Oui. Et les conjoints ou conjointes, parce que il y a les deux, sont souvent démunis et voire même comprennent pas toujours. Donc c'est pareil, c'est important aussi qu'eux, ils puissent en parler, qu'ils puissent dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, parce qu'il y a aussi des fois cette problématique que rencontrent les femmes atteintes d'endométriose, c'est que leurs conjoints, des fois, ne veulent plus les toucher, de peur de leur faire mal. Oui, ce qui peut être compréhensible. Ouais.
Et du coup, ça peut créer des problématiques dans le couple, mais pas que, puisque souvent la femme atteinte d'endométriose a des douleurs, donc les rapports sexuels sont compliqués, ou parce que les pilules enlèvent l'envie, tout simplement. Donc voilà, tout ça, ça génère aussi des incompréhensions, des problèmes des fois dans le couple. Et ça, c'est pareil. Du coup, les conjoints, faut pas qu'ils hésitent aussi à en parler, qu'ils disent aussi ce qu'ils ressentent, ce qui se passe pour eux, parce que bien souvent, ils sont oubliés, les pauvres. Tous les parcours aussi, hôpital, les PMA, tout ça, aussi, ils vivent ça d'un autre point de vue, d'un autre côté, et c'est compliqué pour eux aussi. Oui, je pense, bon, on revient sur une thématique très importante et qui pose, on va dire, beaucoup de soucis aujourd'hui dans les séparations. C'est la base de la base dans un couple, c'est la communication. Ah oui. Donc, oui, mais généralement, les ruptures, c'est souvent un problème de communication, hein. Oui. Donc, effectivement, mais tu fais bien de préciser que déjà d'en parler avec son partenaire, je pense que c'est important, mais qui plus est, quand la communication est plus difficile, parce qu'il y a aussi cette personne en face qui est malade. C'est là où c'est important d'en parler et peut-être aussi des fois d'aller voir les bonnes personnes. C'est pour ça que moi je fais des groupes de parole et des ateliers où j'accueille justement les conjoints, les conjointes aussi pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls et que il n'y a pas que leurs femmes qui sont comme ça. Il y en a d'autres et que c'est pas juste pour ne pas les desservir en fin de compte. Donc maintenant, on a vu ce que c'était l'endométriose, les différents stades de la maladie, les différentes formes de la maladie. Donc tu nous as donné les caractéristiques du tronc commun, mais après, bien sûr, comme tu dis, une femme, chaque endométriose, c'est un cas unique, hein, tout simplement. Donc là, maintenant, je voudrais qu'on passe, peut-être, est-ce que il y a des traitements pour cette maladie? Est-ce que l'endométriose se soigne? Alors là, grand sujet. Malheureusement, moi, de mon point de vue à moi, j'ai envie de vous dire non, mais je pense que c'est pas que mon point de vue. Pourquoi Parce qu'en fait, on nous donne quoi comme traitement? On peut appeler ça un traitement. On va nous dire quoi? Pilule. Prenez bien votre pilule avec des dosages spécifiques. On va vous dire prenez-la en continu. Donc en gros, le must du must, n'ayez plus de règles. Voilà. Moi, j'ai fait partie de ces femmes qui ont eu le luténil. Peut-être que ça parlera à certaines. Pendant une dizaine d'années où on nous a dit hop hop hop, arrêtez tout, il donne des tumeurs au cerveau, donc allez tous passer des IRM, machin. Et après on vous a dit, ah oui, mais s'il y a que ça qui marche, entre la peste et le choléra, vous signez une décharge et puis vous continuez à prendre le traitement. Voilà, donc il y a ce traitement-là. Mais en fait, ça veut bien dire qu'on n'a pas 2 millions de traitements pour cette maladie. Il n'y en a pas. Donc oui, il n'y a pas de solution. Et moi qui connais pas trop le sujet, de ce que j'entends dans les médias et compagnie, pour moi, il n'y a pas de solution. On n'a pas de traitement. Et après, si vraiment, à la suite de ça, vous avez des adhérences qui vous font mal, qui machin, vous allez passer des IRM, vous allez passer des scanners, et on va aller vous opérer en fait en celluloscopie. Ils vont aller voir ce qui se passe concrètement. Et là, c'est pareil, il y a deux cas. Il y a le cas où, super, aux IRM, on va voir qu'il y a des adhérences. Et il y a les cas où, dans les IRM, on voit pas. Il y a rien. Moi, je fais partie de ces Kinder Surprise, là, qui à chaque fois... Ouais, il faut aller ouvrir pour aller voir, quoi. Voilà, donc c'est-à-dire que je me plains, j'ai mal, les médecins spécialistes vont vous dire « Ah c'est rassurant, on voit rien, donc il y a rien ». Oui, sauf que moi, je peux plus porter un sac de course, et je peux plus marcher, je peux plus me lever, je peux plus rien. Et il y a rien, donc là c'est pareil, heureusement j'ai trouvé un spécialiste qui était bon à l'époque. Il m'a écouté et il a opéré, et à l'intérieur, j'étais collée de partout. C'est justifié le pourquoi. Donc non, la solution c'est des traitements hormonaux et des opérations. Mais on sait qu'en plus, au plus on ouvre, au plus c'est pareil. Hein. Après, il y a les cicatrisations des cicatrices qui font aussi des adhérences qu'il faut bien soigner, bien masser, bien décoller, parce que sinon, ça nous crée aussi des adhérences cicatricielles qui font des douleurs supplémentaires à l'endométriose. Ça veut dire que quand, par exemple, on est ouvert dans une opération, c'est-à-dire que cette cicatrice est potentiellement source d'adhérence qui viendra se coller ensuite, c'est ça? Oui. Oui, donc clairement, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Non, on n'a que des trucs pour se soulager. Alors, il y a des laborantins qui ont essayé de faire des trucs pour améliorer le quotidien, par exemple. Moi, je sais que du coup, moi, je suis sous pilule continue. Heureusement, après l'utéran,
il y avait que ça qui marchait à l'époque pour moi. Heureusement, il y a une pilule qui est sortie entre-temps, qui est Slinda, que certaines peut-être connaissent, qui marche très très bien pour calmer l'endométriose, en tout cas la propagation. Alors par contre, il y a qu'un truc, elle n'est pas remboursée. Voilà, donc si vous avez de bonnes mutuelles, elle la prend en charge bien souvent, et même avec une ALD, parce que j'en ai une, elles la prennent pas en charge. Donc nos ALD qui servent à rien. LD, c'est quoi? C'est longue maladie, non? C'est normalement la reconnaissance comme quoi on est bien malade auprès de la sécurité sociale et qui est censé nous prendre en charge tout ce qui est soins médicaux. Mais bon, nos pilules sont pas prises en compte Non, mais je crois que c'est C'est une affection de longue durée. c'est ça, hein? Oui. Non, parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas, c'est pour Donc ça. l'ALD, c'est une infection, c'est une acceptation de la sécurité sociale. Et alors attention, certains départements, c'est la croix et la bannière pour l'avoir, qui reconnaît comme quoi on est bien atteinte d'endométriose et que normalement elle prend en charge les déplacements, tout ce qui est IRM, enfin tout ce qui est pas pris normalement en charge par la sécurité sociale est pris en charge en lien avec cette maladie, mais pas la pilule. Comme quoi, c'est le chat qui se mord la queue quand même. Voilà, et moi je prends un complément que un laboratoire a fait, Nutri Endo Plus, et qui franchement permet de ralentir les douleurs au niveau des crampes au niveau du ventre. Donc et pareil, malheureusement, encore une fois, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Hein. Donc, Non, mais par contre, on précise parce qu'on n'est pas médecin. L'Amandie vous donne ce qui fonctionne sur elle. Moi, ça marche sur moi. Qui fonctionnera peut-être pas sur quelqu'un, on n'est pas médecin. Là, c'est quelque chose que vous pouvez avoir sans ordonnance. Sans ordonnance, c'est accès aux voilà, pharmacies. On se prend pas pour... non, voilà. Attention. Moi, pour ce qu'on met pas. Les traitements que moi, ça fonctionne avec moi, et toujours pareil, ce qui fonctionne avec moi ne peut ne pas fonctionner avec vous aussi. Je garantis pas le 100% d'efficacité. En tout cas, pour moi, ça marche. Voilà. Du coup, je trouve intéressant de vous donner le tips. Après, vous faites comme vous voulez. Bien évidemment, je ne suis pas médecin et Fabrizia non plus. Voilà, mais c'est pour ça qu'on le reprécise. Voilà. N'hésitez pas à discuter avec vos pharmacies, qui, elles, c'est leur métier. Et qui, moi, c'est ma pharmacie qui me l'avait recommandé parce qu'ils savent très bien que je suis atteinte d'endométriose. Ok, donc à la question, est-ce qu'il y a un traitement? Eh ben non, il n'y en a pas. Non, il y en a pas. Donc après, il y a des solutions, comme tu viens de nous proposer. D'accord. Ensuite, moi, j'ai connu dans ma vie une personne, c'était en 2006, il y a 20 ans même, je pense, que je vois, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou, elle se reconnaîtra. On a bossé ensemble, qui avait justement des gros soucis, elle était très très jeune, hein, je pense qu'elle avait 20 ans à l'époque, et des douleurs au rapport sexuel, beaucoup de problèmes. Et là, je suis contente parce qu'elle a eu un petit garçon. Et je sais qu'elle a eu beaucoup de problèmes pour pour avoir une grossesse et pour avoir un enfant. Donc moi, je voudrais qu'on voie justement cette maladie, l'impact sur la fertilité. Bah, malheureusement, elle impacte énormément. Donc là, on parle plus sur l'infertilité du coup. Ouais. Bien souvent, d'où la phrase qui ressort qu'on disait tout à l'heure, oui, c'est moi, elle a réussi à avoir des enfants. Et c'est pour ça que je dis attention à ça, parce que effectivement, oui, il y en a qui y arrivent très bien, et il y en a où c'est un parcours très long, très compliqué, voire qui n'y arrivera jamais. Mais comme le corps humain est tellement merveilleux et que l'univers est extraordinaire, et ben là, c'est pareil, en fait. Il y a des gens à qui on a dit, il y a des femmes que ça serait impossible avec leur endométriose d'avoir des enfants et qu'elles en ont eu quand même. Et que, donc, en vrai, j'ai pas envie de vous dire infertilité 100%. Oui, et qu'effectivement, on va rester, j'ai envie de garder un peu d'espoir dans ce côté-là en disant, oui, c'est compliqué. Mais effectivement, naturellement, c'est plus chaud. Les FIV et les PMA sont là pour accompagner, pour aider. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire, oui, effectivement, ça impacte l'infertilité. Oui, ça sera pas facile. Ah non, mais il y a un lien. Il y a un lien, ça touche direct. D'ailleurs, il y a des femmes qui diagnostiquent leur endométriose après la grossesse, après certaines grossesses. Donc oui, il y a un fort lien, effectivement, des difficultés à avoir des enfants. De toute façon, quand vous allez voir les PMA, derrière, c'est le premier truc qu'elles vont regarder. Ouais. S'il y a des difficultés, c'est ce qu'ils vont aller chercher aussi, c'est est-ce que vous n'avez pas d'endométriose ou d'adénomiose. Donc oui, aujourd'hui, ça par contre, ces parcours-là, ils le savent. Voilà, parce que moi, tu vois, sans connaître la maladie, les 3 personnes qui ont cette maladie que je connais, les 3 ont eu des enfants.
Par contre, elles ont eu un enfant. Oui. Voilà. Et par contre, j'en ai une, que je fais coucou aussi, qui est enceinte de son deuxième, avec un gros écart, et qui pensait ne pas avoir de deuxième enfant. Donc bien sûr qu'il y a des espoirs, et bien sûr que chaque histoire est différente, j'ai envie de dire. Mais oui, compliqué du coup. J'ai envie de dire compliqué. Et après, j'ai une autre question, parce que j'en discutais justement avec quelqu'un qui est atteint de cette maladie, et je l'entends souvent dire, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est la part psychologique. Sur la grossesse, Ouais. ouais. Alors, on le dit pas que pour l'endométriose, on le dit pour plein de choses. Quand il y a des femmes qui veulent vraiment avoir des enfants à tout prix et qui n'y arrivent pas et qui vont mettre tous les possibles de leur côté et aller en PMA et qui vont arriver, bizarrement, derrière, quand elles pensent ne parce qu'elles ont galéré, elles vont retomber enceintes rapidement. Donc oui, il y a quand même une partie psy. Moi, pour moi, j'en suis convaincue, il y a quand même une partie, il y a une partie inconsciente qui vient jouer dans le processus. Mais comme quand on accompagne pour l'endométriose, il y a des choses que la partie au niveau de la tête, j'ai envie de dire, joue aussi un jeu dans la maladie. Moi, je pense, hein. On appelle ça le mindset. Oui, c'est ça. Le mindset a un rôle primordial dans la maladie, mais dans toute maladie en fait. J'ai pas envie de dire pas que dans l'endométriose ou pour les enfants, mais ouais. Moi j'en suis persuadée parce que je l'ai vécu et je l'accompagne surtout aussi. Et je vois la différence aussi quand j'accompagne les femmes atteintes d'endométriose, quand elles arrivent et quand elles ont fini. Et ben ça change vraiment la donne, et même au niveau des douleurs, même au niveau de plein de choses. Ouais, moi je pense vraiment, et pour te dire, la personne s'en reconnaîtra, hein. Elle me disait, bah, c'est au moment où je m'y attendais, parce qu'elle avait fait une croix sur cette deuxième grossesse, bah, elle me dit, voilà, je tombe enceinte, quoi. Ouais, souvent c'est ça. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'avoir ton avis. Donc on parle quand même d'espoir, parce que je vous ai parlé, moi, des 3 cas que je connaissais et qui ont réussi à avoir un enfant, voire 2. Donc malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a quand même de l'espoir. Toi, dans ta maladie, puisque tu as l'endométriose, où est-ce que tu as trouvé du soutien, du coup? Alors, j'ai trouvé du soutien dans les associations au tout début. Il n'y en avait pas beaucoup. C'était le début de Endo France, c'était le début, vraiment le début. Endo-France, ça date de quand? Oh, je ne saurais pas dire date parce que je ne veux pas être bonne là-dessus. Mais elle commence à dater Endo France, hein. Les premières qui ont monté ça, ça commence à faire quelques années quand même. Au début, ouais, je suis allée beaucoup sur les forums parce que c'est pareil, moi on m'a pas expliqué la maladie, il a fallu que j'apprenne de moi-même. Mais oui, je vais chercher par moi-même après pour essayer de comprendre parce que ça a impacté aussi ma vie personnelle, sentimentale. Donc ouais, là j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé des infos un petit peu donc avec Endo France. Pas mal discuté sur des forums à l'époque. Avec d'autres personnes qui étaient atteintes de cette maladie? Voilà, d'autres personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Mais comme à l'époque, on savait pas vraiment ce qu'on sait aujourd'hui. Donc on était beaucoup dans notre carte du monde de on est malade et on est malade. C'est ce qu'on disait un peu, le mindset, quoi. Donc on était... c'était compliqué, on essayait de se donner du soutien, mais bon, on était en escalator de notre truc, quoi. Et il n'y a pas d'information, et on s'occupe pas de nous, et il n'y a pas de traitement, et voilà. Donc on a essayé, moi en tout cas j'ai essayé de trouver du soutien avec des femmes qui étaient atteintes d'endométriose à cette époque-là, mais c'était pas évident. Donc après, je me suis débrouillée beaucoup toute seule. Bah, donc c'est pas simple, quoi. Non, c'est pas simple. Aujourd'hui, je dirais un peu plus, parce qu'il y a plus d'associations. Aujourd'hui, les médecins donnent aussi les flyers des associations Oui, ce que j'allais dire, quand ouais. elles diagnostiquent. Enfin, j'ai eu des retours qui se prennent même plus la tête. Si vous avez une endométriose, tenez le flyer, patient suivant, quoi. Donc après, c'est à elles d'aller chercher les associations pour avoir les infos. Donc c'est encore pas non plus... voilà. Certains, pas tous. Après, il y a les centres spécialisés pour l'endométriose qui vont prendre le temps, parce qu'ils sont centres spécialisés. Aujourd'hui, il y a quand même des centres spécialisés d'endométriose, un peu partout. Non, mais c'est déjà bien que le médecin traitant, donne quand même. Ouais. Après, c'est pas pour leur voler au secours, hein. C'est que on connaît, hein, la charge de travail qu'ils ont aujourd'hui. Donc, s'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui connaissent tout par cœur et qui sont là pour te conseiller, t'accompagner, ben au moins il y a déjà ça. On peut leur accorder ça, de te donner les coordonnées pour te faire accompagner. Donc oui, aujourd'hui, il y a quand même plus de choses. Alors moi, il y a un truc, vous voyez, parce que pendant que je fais mes interviews, je bosse avant et je bosse pendant, parce que j'écoute ce qu'on me dit. Ben, en fait, qu'est-ce que je découvre? Qu'en fait, l'endométriose, elle a été découverte en 1860. Oui, tout à fait. Donc c'est Karel von Rocky
Stansky, alors excusez-moi pour, on va pas déformer son nom, qui découvre l'endométriose au microscope, Oui. mais il fait pas de lien avec la maladie décrite sous de nombreux autres noms. Et en fait, c'est en 1927 qu'on utilise pour la première fois le mot endométriose pour désigner la maladie par John Thompson, donc qui était un chirurgien gynécologue américain. Tout à fait. Donc vous imaginez 1927 pour mettre un nom, et on disait que ça faisait quoi, 5-6 ans, 7 ans qu'on commençait vraiment à avoir cette maladie en France. À en parler. Enfin, vous imaginez le temps Oui. entre le nom donné en 1927 et on va dire où on commence à peine à en parler, quoi. Mais C'est là fou. c'est là où les associations elles ont bien bossé et toutes les femmes atteintes d'endométriose parce qu'on on en a parlé de certaines au début, mais il y a aussi Laurie la chanteuse Laurie. Ah oui, qui a eu un enfant d'ailleurs. Oui, qui a réussi à avoir un enfant, mais alors pareil, sous des conditions très particulières. Et après, il y a plein d'acteurs, il y a plein d'actrices, pardon, qui sont atteintes d'endométriose qu'on soupçonne pas, comme Whoopi Goldberg par exemple, aux États-Unis. Mais en fait, aux États-Unis, elle est ambassadrice. Et moi, c'est une des femmes quand j'ai cherché justement les infos d'endométriose, c'est surtout les infos des États-Unis que j'avais. Et c'est comme ça que j'ai appris que Whoopi Goldberg était atteinte d'endométriose. Moi, je savais pas, tu vois. Et il n'y a pas qu'elle, il y a plein d'autres actrices. Si vous êtes curieux, allez voir. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes aussi qui sont atteintes. Et je serais bien curieuse de savoir combien de femmes sont atteintes d'endométriose. Enfin, on dit une femme sur 10, voire 2 maintenant, sur 10. Non, bah, donc ça en fait, hein. Oui, ça commence à faire. À quel point c'était important aujourd'hui pour toi d'en parler, Mandy, de l'endométriose? Alors, c'est important pour moi parce que l'endométriose, déjà je vis avec. C'est mon quotidien. Donc, je la connais bien. Elle fait partie de moi. Donc, voilà. Je trouvais que c'était important d'en parler parce que j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul et qu'il faut que les gens connaissent pour que aussi, on prenne conscience que l'impact que cette maladie a sur les femmes aujourd'hui. Et c'est pas juste avoir mal pendant ses règles ou juste avoir mal quand elle a ses rapports sexuels, entre autres. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Mais voilà. Mais je pense qu'il est important de partager et justement d'amener du soutien à toutes ces femmes qui ont cette maladie et aussi d'ouvrir les portes. Et justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour informer le maximum de personnes et justement aussi pour encadrer ce qui rejoint la thématique de mes interviews, de la bienveillance, du partage et comment se sentir mieux avec soi-même, avec les autres, surtout avec cette maladie. Ouais. Et je pense que ça, c'est hyper important. Donc Mandy, quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent, qui se reconnaîtraient dans ton histoire? Ou peut-être, il y a aussi des personnes qui, par rapport aux symptômes qu'as pu donner, peut-être se disent, attends, en fait, peut-être que j'ai l'endométriose. J'ai envie de vous dire, lâchez rien. Lâchez rien. Lâchez pas si vous pensez être atteint d'endométriose et qu'on vous dit que c'est dans votre tête ou que c'est la maladie à la mode. Lâchez rien. Allez voir quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire au bout du trou, enfin au fond du trou, comme je l'ai été. Au bout du rouleau. Au bout du rouleau, au fond du trou. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais je l'ai vécu, je l'ai connu. Et il y a toujours une lumière à un moment donné qui va arriver. Donc lâchez rien non plus. Enfin, gardez espoir. J'ai envie de vous dire gardez espoir parce que j'ai juste envie de vous dire, moi quand j'avais 25 ans, j'étais vraiment je me dis à 30 ans je suis morte. C'est ce que je me disais. 30 ans, je plus envie. Et j'en ai 38. Je suis là devant vous. Et donc du coup, c'est que c'est important. Par contre, ce qui est important, c'est de pas rester seul. C'est d'en parler et peut-être de se faire accompagner par les bonnes personnes. Et ça, c'est ce qui change tout. Moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner par les bonnes personnes et c'est ce qui a tout changé chez moi. Voilà. Ok, merci Mandy pour ce message. Donc je rejoins Mandy, faut absolument que vous restiez pas seul. Faut absolument en parler. Enfin, la parole, ça fait beaucoup. Se faire accompagner et justement, Mandy en a fait une de ses spécialités de coaching dans ses accompagnements. Oui. Puisque comme elle vous l'a dit au départ, elle est coach professionnelle. Elle a plusieurs services dans ce qu'elle propose. Oui. Mais justement, l'accompagnement des femmes atteintes de l'endométriose fait partie d'un de ses services. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, Mandy? Oui, et du coup, oui, j'accompagne les femmes atteintes d'endométriose. Je fais aussi des ateliers et des groupes de parole. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi, c'est important de parler, de libérer la parole, de dire les choses. C'est important de comprendre aussi.
ce qui se passe, ce qui s'est passé. Voilà. Et du coup, j'accompagne j'ai créé tout un outil d'accompagnement pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes dans votre maladie, voir dans l'acceptation où vous en êtes, toutes les croyances qu'on a pu vous mettre aussi en lien avec cette maladie. Oui, les croyances limitantes, hein, par les médecins, par la famille, par un tas de personnes. Hein. Voilà, parce qu'à un moment donné, on y croit. On croit que c'est dans notre tête. On croit que oui, on est tout le temps fatigué. Bah oui, on le croit. On finit par le croire. Oui, c'est vrai, si je m'écoutais moins, peut-être que... Non, mais non, arrêtez. Enfin, à un moment donné, oui, peut-être, mais peut-être pas, en fait. Donc, tout ça, il faut aller voir ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas. Qu'est-ce que vous voulez être, qui vous voulez devenir, et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi avec cette maladie. Parce que en vrai... je dis toujours chaque femme, chaque endométriose, pour chaque endométriose, chaque femme, on est toutes différentes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aujourd'hui être là devant vous et aller mieux. Je sais qu'il y en a qui sont à 10 000 lieues de ça. Et c'est bien pour ça que je fais ces accompagnements-là, parce que je veux vous accompagner et vous aider et vous montrer que il y a de la lumière au bout de ce merdier-là. Voilà. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. J'ai monté tout un accompagnement spécialisé pour l'endométriose, rien que pour vous. Et puis, si vous êtes curieuse, prenez contact avec moi. Venez me voir. Déjà, moi, je te remercie, Mandy, parce qu'on en a vraiment plus appris sur cette maladie. Que ce soit les conséquences physiques, mais aussi les conséquences psychiques, sur quoi ça peut impacter dans la vie. Donc, on voit bien qu'il y a du relationnel, dans le milieu professionnel et social, hein, tout simplement. Moi, je pense qu'il était hyper important d'en parler pour diffuser l'information aux plus nombreux. Il y a de l'espoir et il y a de la lumière au bout du tunnel, comme tu dis. Donc, il faut juste déjà en parler, se faire en parler déjà avec des gens peut-être, que ce soit vos proches ou voilà. Mais après, on n'a pas tous, malheureusement, les ressources nécessaires des fois autour de nous. Donc, ouais, c'est là qu'il est important, je pense, de se faire accompagner. Le mental, mais ça aussi, ça y joue, quoi. Oui. Moi, j'en suis persuadée à 300%. Là, je fais un petit coucou à Isabelle Loire. Moi aussi. Voilà. Non, mais le mental, ça y joue. Oui. Voilà. Donc moi, je pense que d'être entre bonnes mains pour pouvoir discuter avec quelqu'un qui connaît la maladie, qui sait ce qu'il sait, qui a aucun jugement, voilà, et vous arrivez comme vous êtes, avec tout, hein, ce qui va bien, ce qui va pas bien, voilà. Mais il n'y a pas de masque, vous êtes là pour ça. Et moi, je vous assure d'une chose, c'est que vous serez en excellente main avec Mandy. Donc voilà. Donc Mandy, je te remercie. Merci à toi. Donc Mandy, déjà un grand merci pour ce partage, que ce soit ton parcours de vie, que ce soit tous ces renseignements sur la maladie. Donc maintenant, je m'adresse à Mandy qui est en face de moi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mandy ? Un traitement pour la maladie ? Je l'espère. Moi aussi. Bah oui, hein. Mais pour toutes les maladies, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, c'est clair. Une demande universelle alors. Exactement, à l'univers. Et pour moi, que aujourd'hui, les accompagnements que je fais pour l'endométriose sont pas la majorité des accompagnements que je fais. Et je souhaiterais réellement que les accompagnements que je fais pour l'endométriose soient encore plus connus, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, de développer en fait vraiment cet accompagnement spécifique que t'offres, l'endométriose. Et comme on l'a vu plus tôt, tu accompagnes autant les femmes, mais tu offres aussi l'accompagnement justement aux compagnons, parce que on sait bien les impacts que peuvent avoir cette maladie sur les relations de couple, notamment, et qu'il est aussi bien quand la communication n'est plus possible, parce que c'est une charge aussi trop lourde pour la femme par rapport à sa maladie, de pouvoir en discuter de quelqu'un de neutre, mais surtout qui connaît le sujet, quoi. Oui, c'est ça. Écoute, Mandy, moi, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Voilà. Donc, mais je suis pas inquiète, de toute façon. Merci à toi. Vraiment. Et passe un excellent week-end. Merci, toi aussi. Au revoir, les amis. Salut. Comme promis les amis, voici toutes les coordonnées de Mandy. Donc pour rappel, elle est psychopraticienne, coach professionnel. Ses séances sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Vous pouvez la retrouver à son cabinet à Bourg-de-Péage. Et pour avoir plus d'infos, vous tapez sur internet Mandy Coaching tout attaché, donc mandycoaching.fr ou .com. Pour aller plus loin ici, vous retrouverez quelques livres, donc la bibliographie de l'endométriose donc par Endo France, Revivre de Laurie Pester,
Endométriose, diagnostic et prise en charge donc de Éric Petit, Éric Sauvanet, Delphine Mulleri, Jérôme Loriot, Un cri du ventre, Enora Malagré et Le bébé c'est pour quand, Laetitia Millot. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bon, déjà un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris des choses et peut-être même que certains mots ont pu faire écho en vous. Si c'est le cas, eh bien likez, partagez un maximum et commentez et proposez peut-être des thématiques que vous voudriez voir ici. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines rencontres. Donc vous savez qu'on est ici chez Inspire entre elles, donc sur YouTube, et vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok. Eh bien écoutez, en attendant la prochaine interview, moi je vous embrasse et je vous dis prenez bien soin de vous.